Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce décryptage de l'actualité nationale et internationale avec le porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans nos murs. Wilfried Léon-Ngoudi, bonjour. Bonjour Monsieur Noumon. Et j'ai le plaisir de conduire ces échanges avec mon confrère de la télévision nationale, Ozias Sonovu. Ozias, bonjour. Bonjour, cher François-Xavier Noumon. C'est un plaisir de me retrouver face à vous et face au porte-parole du gouvernement pour revisiter l'actualité hebdomadaire du gouvernement, mais pas seulement, celle aussi qui porte des enjeux internationaux pour le Bénin. Voilà. En parlant d'enjeux internationaux, monsieur le porte-parole, si vous le permettez, nous allons rester sur l'international, ouvrir ces échanges avec, on va dire, ce qui fait l'actualité depuis quelques jours, cette sortie tonitruante du capitaine Traoré, qui reprend à son compte les mêmes accusations, les mêmes griefs contre le Bénin. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de rupture de confiance avec le capitaine Traoré? Rupture de confiance à l'égard de qui? Entre le Bénin et le Burkina. De toute façon, nous au Bénin, on fait confiance à tout le monde. Sans nous laisser endormir, on fait confiance à tout le monde. Et nous avons des voisins qui sont pour nous des frères. Les pays qui nous entourent, nous avons pris l'habitude de les appeler les pays frères. Et les populations de ces pays sont également nos frères et sœurs, parce que en général, les populations sont les mêmes de part et d'autre de la frontière. Donc, non, nous, on n'a même pas, on n'est pas dans cette logique-là de frères ennemis. On sait qu'il peut y avoir des difficultés par moment de collaboration entre les humains, entre les États. Mais lorsque ces difficultés ne tiennent pas, ne relèvent pas de raisons avérées, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir arrêter. On peut faire tous l'effort de mettre le sens de responsabilité au niveau qu'il faut, que les responsabilités suggèrent justement pour s'occuper véritablement des problèmes et des préoccupations de nos pays. C'est à ça que nous nous employons. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas dans l'escalade. Nous ne sommes pas dans l'entretien de la logorée verbale qui ferait que, à terme, les relations entre les populations elles-mêmes deviendraient plus difficiles. Vous avez dit ces accusations à la suite d'un autre pays, et je vous dis ici qu'elles sont fallacieuses et elles finiront par tomber, ou les intéressés finiront eux-mêmes par s'enlacer, comme ceux qui ont fait avant eux, je crois, ont commencé à comprendre que ça ne valait pas la peine. Mais l'insistance de ces accusations de présence hostile aux frontières du Bénin vis-à-vis des voisins du Niger et du Burkina, cela amène quand même à semer le doute dans l'esprit de l'opinion. Qu'est devenue la proposition d'une mission conjointe justement des responsables de ces pays-là sur les théâtres d'opération du Bénin? Monsieur Sonovu, c'est précisément pour ne pas laisser le doute s'installer dans l'esprit de nos concitoyens que nous nous mettons en devoir de réagir chaque fois. Sinon, vous imaginez bien qu'on n'a pas que ça à faire. On n'a pas que ça à faire. Mais il ne faudrait pas que, dans l'esprit de nos concitoyens, se sédimente l'idée que nous abriterions des bases militaires étrangères, pire que nous formerions des terroristes pour aller semer le chaos dans les pays voisins. Il ne faut pas que ce soit le cas. Regardez, de tout temps, nous avons plusieurs de nos voisins, plusieurs pays de la sous-région et un peu au-delà qui ont abrité ou qui abritent encore des bases militaires étrangères. Mais pour autant, le Bénin ne s'est jamais préoccupé de savoir pourquoi tel pays a fait tel choix, parce que nous considérons que c'est leur choix souverain. Et nous n'avons jamais considéré que les bases qui étaient présentes ou qui le sont dans ces pays-là seraient des menaces pour nous. Pour nous, chaque pays choisit comment il se gouverne souverainement. Et nous n'avons pas fait le choix d'abriter chez nous des bases militaires étrangères. Françaises en l'occurrence. Françaises en l'occurrence. À plus forte raison. Et former des terroristes alors même que, et ceux qui nous accusent de ça, regardez combien de leurs concitoyens, en fuyant l'insécurité chez eux, du fait de l'activité terroriste, viennent trouver refuge au Bénin. Donc la dernière en date, il n'y a pas 48 heures. On a une vague de 5000 Burkinabés qui sont venus au nord du Bénin parce qu'ils cherchent la sécurité et la quiétude. Vous suggérez là l'idée que c'est le Bénin qui devait être en droit de s'inquiéter. C'est vous dire que ce sont nos frères. Et là où nos amis ne sont pas vraiment fondés à tenir ce discours qu'ils tiennent, quand vous regardez la typologie du phénomène, et tous les spécialistes l'ont noté, il part du Sahel pour descendre vers la côte.
ce n'est pas le sens inverse. Bien que nous ne soyons pas concernés au premier chef, il y a quelques années, le président de la République a été celui qui, au sein de la communauté, a suggéré une action concertée de tous les États. La mobilisation des moyens par nous-mêmes pour faire face à ce phénomène, plutôt que d'attendre une hypothétique aide étrangère. Sur le coup, il a été écouté, mais après, je ne dirais pas entendu, parce que si l'initiative d'Accra est née de cette proposition du Bénin, après, de façon concrète, on n'a pas vu cette mobilisation des États mettant les moyens. Et c'est pour cette raison, justement, que le Bénin a dit, moi, je n'attendrai pas que tout le monde soit prêt. Je commence à faire les efforts en mettant les ressources, et nous voyons combien cela coûte au budget national. En mettant les ressources, et dans notre stratégie, le capitaine Traoré, pour revenir à lui, vous savez que le président de la République a été l'un des tout premiers chefs d'État à se déplacer pour aller le voir, quand bien même il est arrivé au pouvoir par un coup de force. Pourquoi le président allait le voir? Parce que nous avions commencé des discussions avec son prédécesseur dans le cadre d'un accord de coopération militaire qui nous aurait donné le droit de suite pour aller jusqu'en territoire burkinabé débusquer ces assassins, parce qu'on sait qu'ils viennent essentiellement de là et de l'autre côté du Niger, mais à l'époque essentiellement côté Burkina. Vous parlez donc des terroristes. Bien sûr. Et donc quand le chef de l'État a fait tout ça, avec le recul, considérer bien que le Bénin n'est pas un pays où on produit des terroristes et nous n'avons aucune envie de nous empêtrer dans des querelles inutiles qui n'apportent rien à notre pays et qui n'ont que l'effet de distraire nos populations et à terme de les opposer si ça continue comme ça. Et ça n'est pas bien. Justement, quant à cet accord, ce droit de poursuite négocié avec le Burkina, avec cette déclaration, est-ce que ça met nos forces en mauvaise posture à la frontière? Est-ce que ça remet en cause nos opérations habituelles sur le terrain? Est-ce que nos militaires sont en danger? Non, je crois que nos militaires ne sont pas plus en danger aujourd'hui qu'hier. Ils sont alertes. Et on salue ici leur professionnalisme, leur engagement. Nos militaires, ils savent que dans un contexte comme celui-là, il faut doubler de vigilance. Il faut doubler de vigilance, c'est tout. Et à part ça, je ne pense pas qu'il y ait de risque particulier à élever ici. Qu'est-ce que la convocation de l'ambassadeur du Burkina Faso par le gouvernement, les hautes autorités béninoises pourrait changer à ce climat délétère? Mais c'est déjà de signifier formellement notre indignation, notre désapprobation de cette attitude vis-à-vis de notre pays. Et je crois que les règles diplomatiques nous l'enseignent. Les autorités burkinabées comprendront que le Bénin n'est pas content, le Bénin n'est pas d'accord d'être ainsi traité par elle. Et j'espère qu'après cela, on n'assistera pas à nouveau à de nouvelles envolées de leur part avec des accusations tout aussi fallacieuses qu'injustifiées. Voilà, en parlant des réfugiés, est-ce que le Bénin ira jusqu'à emboîter le pas au Ghana ou la Côte d'Ivoire qui, ces derniers jours, ont refoulé, on pourrait dire que ce sont des mesures de rétention, ont refoulé des réfugiés burkinabés vers leur pays d'origine? Non, les gens qui se déplacent ainsi sont en quête de quiétude. Si ils avaient la quiétude chez eux, dans leur village, dans les hameaux où ils vivent traditionnellement, ils ne chercheraient pas à venir ici. Et nous avons montré depuis 2016 au moins que nous sommes fondamentalement engagés sur le terrain du panafricanisme, sur le terrain de la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'espace CEDEAO. Et rien que pour ces raisons-là, nous leur apporterons toute l'assistance humanitaire nécessaire afin que, quand les conditions seront remplies chez eux, ils puissent repartir tranquilles, mais en étant ici, qu'ils n'aient rien à craindre, ils vivront protégés comme les Béninois le sont. Le président béninois était absent du dernier sommet de la CEDEAO à Abuja. Se met-il en retrait parce que les dossiers sont devenus difficultueux, notamment les questions sécuritaires, les difficultés avec le Niger, le Burkina et autres? Non, je crois que ça n'a rien à voir. Le chef de l'État a un agenda. Parfois, son agenda ne coïncide pas avec les rendez-vous de la communauté et ça n'était pas la première fois. Et ce qui est important à relever, c'est que pendant qu'il n'était pas là, il s'est fait représenter. Donc, le ministre des Affaires étrangères était bien à Abuja pour le sommet. Notre pays n'a pas boycotté ce sommet. Nous avons pris toute notre part aux travaux et le chef de l'État a dû avoir les comptes rendus de son ministre des Affaires étrangères. Cette clarification faite à propos de l'absence du président de la République lors du dernier sommet de la CEDEAO, si on a eu quelques réactions, il n'y en a pas eu beaucoup, des hommes politiques
quant à cette question avec le Burkina. Mais il y a une réaction qui sort du lot, c'est celle du député Arossi, du parti les Démocrates, qui est quelque peu frontale. Oui, puisqu'il reprend le relais des accusations extérieures sur la présence de bases étrangères hostiles sur le territoire béninois. C'est vrai que nous vivons dans un monde où tout est possible maintenant. La voix de notre père, parce que c'en est, Basile Arossi peut avoir été cloné. J'espère que c'est le cas. Parce que si ça n'est pas le cas, traditionnellement, on lui reconnaît un certain sens de responsabilité quand même. Et c'est pour ça que j'ose penser que sa voix a pu être clonée. Mais c'est un sens de responsabilité qui fait que je lui accorderai le bénéfice du doute pour dire qu'en l'espèce, de deux choses l'une. Soit il a dû faire un cauchemar en voyant des bases militaires étrangères ou des forces étrangères sur notre territoire, soit il a eu un moment de faiblesse où il n'était pas tout à fait lui-même et quelqu'un a alors pu squatter sa bouche pour dire ce qu'on a entendu qui est proprement grave de la part, qui plus est, d'un élu de la nation, député à l'Assemblée nationale. Votre réplique est sévère. Que les étrangers embauchent cette trompette pour masquer leurs difficultés du moment ou pour un objectif politicien inavoué, c'est une chose. Mais que des nationaux d'un certain niveau de responsabilité, leur emboîtent le pas, cela est grave. Je dirais même très grave. Mais c'est encore là le signe que nous restons le Bénin, cette belle démocratie. Malgré nos imperfections, nous restons le Bénin, cette belle démocratie, où chacun peut dire ce qu'il pense, comme il veut, à tort et à travers même parfois. Parce que dans certains pays que j'imagine là, tenir ce genre de propos, vous mettre témoin, aurait eu des conséquences lourdes. Que l'on soit simple citoyen ou que l'on soit responsable, politique ou administratif d'un certain niveau, tenir ces propos mensongers contre son pays, dans certains pays que je vois là, je répète, aurait eu des conséquences autrement dramatiques. Si leurs auteurs se réveillent vivants le lendemain, soit ils sont au fond d'une cellule, soit ils sont 6 pieds sous terre, ou carrément, ils sont enrôlés de force pour aller au théâtre, aller démontrer ce qu'ils savent faire lorsqu'il y aurait des forces étrangères. Donc je veux espérer que ce que nous avons entendu, qui ressemble à la voix de M. Basile Arossi, n'est pas sa voix et qu'elle a dû être clonée. Vous semblez douter même de la réaction qu'a eu le député Basile Arossi sur cette question d'accusation. Parce que je ne crois pas qu'il ait pu dire ça. Vous lui prêtez des fantasmes. Monsieur Sounouvou, je ne crois pas qu'il ait pu dire ça. Parce que, mais le fait est qu'il a dit. On vous le rappelle, c'est un député. Il lui est loisible de demander que l'Assemblée nationale initie une commission d'enquête parlementaire ou interpelle le gouvernement au cas où il ne le saurait. Si l'autre pays avait un accord de coopération militaire qui fasse qu'on doit abriter des bases militaires, vous pensez bien que cela ne peut pas se faire hors l'Assemblée nationale. Ou peut-être demander au gouvernement d'organiser une mission, une descente sur le terrain. Est-ce que vous êtes favorable? Le député a 1000 moyens de savoir. Donc, il lui appartient de mettre en exergue ses prérogatives de député plutôt que, je réitère mon doute que ce soit sa voix, et c'était le cas, plutôt que donc de se livrer à de telles déclarations qui, de mon point de vue, sur le coup, jure avec le sens de responsabilité qu'on lui reconnaît habituellement et qu'on peut lui prêter. En tout cas, cher François, ce n'était pas des artifices d'intelligence artificielle. Voilà, en parlant d'Arossi, en mettant ce cas de côté, n'est-ce pas inquiétant qu'au-delà de ce cas-là, même si vous le déplorez, que dans le landerneau politique, il y a une sorte d'atonie un peu inquiétant, même dans la mouvance présidentielle. En réalité, c'est un peu comme si personne ne voulait se mouiller sur ce dossier. Non. Moi, les acteurs politiques que j'ai entendus opiner sur le sujet, on dit ce qu'ils pensent parce qu'ils savent très bien que ces accusations sont infondées. Mais ils le font sous cloche. Vous leur donnez peut-être pas assez la parole ou vous les invitez pas. Ils peuvent l'empoigner, cette parole publique. Mais invitez-les. Ils sont en responsabilité de le faire. Invitez-les et ils vous diront bien ce qu'ils pensent. Ils savent très bien que le pays n'est pas à cela.
Voilà. Nous allons revenir à des préoccupations plus internes, si tu le permets, Ozias. À l'occasion du dernier Conseil des ministres, quelques décisions importantes ont été prises, comme celle de la création de l'Agence béninoise de protection civile. Monsieur le porte-parole, j'ai envie de vous demander à ce niveau, qu'est-ce qui change concrètement au niveau de la protection civile, au-delà même de l'architecture organisationnelle? Ce qui va fondamentalement changer, c'est que nous voulons une agence qui soit désormais davantage dans l'anticipation, la prévision, plutôt que d'être dans la gestion des risques. L'Agence nationale de protection civile, le groupement national des sapeurs-pompiers fusionnent pour devenir cette agence béninoise de protection civile. Et vous voyez l'attelage qui est fait, mettre les professionnels qui ont l'habitude déjà de faire ce travail, donc les sapeurs-pompiers, les mettre à la disposition de cette agence, tout en leur conservant leur statut, la façon dont ils évoluent dans leur grade jusqu'à l'admission à la retraite, tout cela est conservé. C'est le mode d'emploi qui va changer parce qu'on recherche plus d'efficacité, plus d'anticipation pour ne plus être à courir après les catastrophes et les risques. Donc cette agence qui est placée, comme vous l'avez noté, sous tutelle du ministère de l'Intérieur, aura les moyens nécessaires. D'ailleurs, il vous souviendra que nous avons passé récemment quelques commandes au profit du groupement national des sapeurs-pompiers, commandes d'équipements 100 ans, et il va sans dire que ces équipements, une fois réceptionnés, iront au profit de cette agence qui aura les moyens et qui, sur la durée, aura de plus en plus du personnel dédié pour s'occuper de ces questions-là. Et ces équipements sont en route, presque réceptionnés? Bien sûr, parce que ça fait 2 commandes. Et je pense même que le premier lot, s'il n'est pas arrivé, il ne doit pas être loin d'être là. Voilà, on voudrait plus de précision sur le statut même des agents. Ça voudrait dire quoi? Que les civils vont cohabiter avec des militaires? Les sapeurs-pompiers ne deviennent pas civils. On a pris le soin de dire qu'ils conservent leur droit à avancement et le processus jusqu'à leur admission à la retraite est respecté, comme c'est le cas au niveau des sapeurs-pompiers. Et que c'est le mode d'emploi qui change. Sous le ministère de l'Intérieur, vous avez bien la police républicaine, n'est-ce pas? Donc ne vous inquiétez pas quant à la mise en œuvre de cette réforme qui fera que nous aurons un service de gestion et d'anticipation des risques et catastrophes. Autre décision du Conseil des ministres, c'est celle afférente à l'acquisition d'équipements agricoles. 2900 kits d'équipements à acquérir. On a envie de vous demander, déjà, a-t-on un recul sur ce qui a été déjà consenti comme investissement dans ce secteur et comment se passe le transfert aux agriculteurs? Nous avons forcément un recul. Et le recul que nous avons, c'est lui qui nous engage à cet optimisme et à ce volontarisme qui fait qu'on décide de mettre 21 milliards de francs CFA au profit de la mécanisation agricole. Le recul, c'est que le premier lot de kits déployés, vendus aux producteurs à prix subventionné, généralement pour moitié prix, a fait ses preuves. Partout sur le territoire national, là où les kits ont été déployés, nos agriculteurs commencent à s'y habituer, commencent à apprécier comme bien ça leur facilite la tâche, rendre le travail agricole plus agréable, moins pénible, de telle sorte que des gens comme vous et moi, qui avons à peine tenu la daba quand on faisait des activités ou pour notre plaisir quand on va en campagne, peuvent demain être des entrepreneurs agricoles. Donc, ils ont vu et ils ont eu l'accompagnement qu'il faut. Et c'est eux-mêmes qui souhaitent que cela s'amplifie. Et cela rentre bien dans la volonté et la politique du gouvernement de faire en sorte que notre agriculture soit de plus en plus performante. Et pour qu'elle le soit, il faut sortir de l'ère de la daba, de l'ère de la houe, pour passer à la mécanisation. Toute chose qui a donc commencé, qui est en cours et qui nous incite à l'optimisme quant à la généralisation de cette pratique, mais aussi à l'amélioration constante des rendements et, pourquoi pas, à l'enrichissement aussi conséquent de nos agriculteurs. Parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que nos agriculteurs s'enrichissent de plus en plus grâce au travail qu'ils font, le travail de la terre, qui est un travail comme tout autre, et je dirais même qui est un travail éminemment important.
Le boom attendu au bout de cette mécanisation agricole est tributaire aussi de l'accès du plus grand nombre de producteurs dans les terroirs ruraux. Est-ce que c'est toujours facilité? C'est toujours 50% moins cher à l'acquisition? La subvention, elle est maintenue? Y a-t-il d'autres incitations? Nous avons fait, dans la première phase, nous avons fait effectivement cette subvention qui fait que le kit que vous auriez pris pour 15 millions, vous le prenez à 8 millions et demi. Cela a fait ses preuves. Et je suis convaincu qu'avec ce lot d'équipements qui arrive, notre politique ne dérogera pas à la règle. Et vous voyez bien que c'est un ensemble de mesures que nous prenons au profit de l'agriculture béninoise parce que nous avons une vue claire de ce que nous voulons faire et où nous allons. Faire que les rendements s'améliorent, c'est ça qui nous a amené à instituer désormais le programme spécial d'intensification des cultures céréalières et maraîchères, mettre en place des semences certifiées, sélectionnées, hybrides, appelez-les comme vous voulez, mais les thèmes sont là, mettre en place ces semences qui favorisent de meilleurs rendements, mettre en place les intrants qu'il faut, les herbicides qu'il faut, que nos producteurs aient accès à tout cela dans un kit. Cela, dans quelques temps, je crois que chacun pourra voir combien notre agriculture, en plus des performances qu'elle réalise depuis au moins 2018, chacun verra combien son niveau de production sera bonifié et que nous aurons sur nos marchés et pourquoi pas avoir à en exporter davantage de disponibilité agricole, notamment céréalière et maraîchère. Donc, vous considérez que la subvention constante, pas seulement à ce niveau, par exemple des intrants et dans d'autres domaines, en tout cas dans la filière en général, est efficace à terme? Parce qu'on sait qu'au début du mandat, c'était tout sauf les subventions. Par exemple, la filière coton s'est prise en charge elle-même depuis quelques années. C'est vrai, il y a eu la Covid, il y a eu quelques difficultés structurelles. On est revenu au tout subvention. Est-ce que le tout subvention fonctionne réellement? On n'est pas au tout subvention. On apporte la subvention lorsque cela s'induit de la conjoncture internationale. Par exemple, vous l'avez rappelé, dès 2016, on avait dit plus de subventions, notamment pour le coton. Ça n'a pas empêché de faire de la subvention pour certaines autres spéculations, notamment des productions destinées au marché, le vivrier par exemple. Le coton et le vivrier, pour lequel les subventions sont intensifiées, cela est ressorti, comme vous l'avez évoqué, des crises et des chocs exogènes que nous avons connus. L'après-Covid, qui a eu pour effet de renchérir certains coûts, mais aussi et surtout le conflit russo-ukrainien, qui fait que les intrants sont moins disponibles à avoir et quand il y en a, cela coûte énormément. Et si on ne faisait rien dans ce contexte-là, nos agriculteurs n'auraient pas pu avoir accès aux intrants depuis 3 campagnes. Conséquence, insécurité alimentaire à nos portes. Parce que dans le contexte où nous réussissons à avoir, et regardez, il vous souviendra qu'il y a 2 ans, on a cédé les sacs de 50 kg d'engrais, par exemple, NPK, à 14 000, quand dans la sous-région, à minima, c'était à 26, 28, 32 000 francs CFA. Si on avait appliqué ces prix-là chez nous, et on voit bien pourquoi de chez les autres, il vient une telle demande sur notre marché que la pression fait qu'à un moment donné, nous-mêmes, nous manquons de produits ou les produits coûtent très cher. Si on avait fait pareil, on aurait été dans la même situation que les autres et à vouloir partager nos pénuries, la situation serait autrement dramatique. Et nous aurions eu affaire à une véritable insécurité alimentaire. Donc notre politique a permis d'éviter cela. Nous avons vu les effets. Mais la situation à l'international n'a pas fondamentalement changé. Ce qui a justifié que l'année dernière, et pour cette campagne agricole, nous ayons maintenu ces subventions. Mais parallèlement, nous avons toujours accordé nos subventions traditionnelles pour les autres filières afin qu'elles émergent aussi. Regardez une filière comme l'anacade, que nous réhabilitons parce que nous voulons qu'elle soit davantage porteuse de rente pour le pays. Vous mettez les plants sélectionnés à la disposition des producteurs, les plants qui coûtent 600 francs, le gouvernement porte 500 francs, donc le producteur il donne que 100 francs. Ça vous montre notre volonté, notre engagement à faire en sorte que notre agriculture de façon générale et certaines cultures spécifiques
soit de plus en plus performante. C'est pour créer des effets de levier. Une question sur des ambitions qui, finalement, du côté du Abono national, semblent être, je vais dire, frappées d'indigence. Je vais être précis, le propos va être précis. Pourquoi les ambitions officielles se privent de l'objectif souverain au lieu d'importer des équipements, d'en fabriquer sur place? Glodjigbi est le cadre approprié. Mais c'est une étape. Monsieur Sounouveau, vous savez très bien que c'est une question d'étape. Les équipements que vous voulez voir fabriqués ici, demain vous pouvez avoir ici chez nous s'installer des usines qui font cela. Aujourd'hui, nous sommes à une phase où nous voulons remettre l'industrialisation au cœur de l'activité économique parce que nous voyons et nous savons très bien les effets multiplicateurs qu'elle peut avoir, cette industrialisation. Et nous avons commencé à voir les effets. On n'aurait pas fait ça, qu'aujourd'hui vous n'auriez pas 12 000 jeunes béninois qui travaillent à Glodjigbi. Et ils viennent d'enlever 2000 autres qui vont s'ajouter à ces 12 000. Si on n'avait pas fait ça, rien que cela, pour montrer la pertinence et l'efficacité de ce qui est en cours. Après, c'est un process. Quand on va avancer, vous allez voir, les idées vont germer, des acteurs vont intervenir, ou l'État lui-même va dire, bon, maintenant, passons un palier supplémentaire. Et à partir de là, peut-être que vous aurez sur place la fabrication de tous ces équipements-là. Voilà, en parlant d'investissement, en parlant de subventions, on peut parler également de l'autre décision du dernier Conseil des ministres afférente à la création d'un fonds d'investissement et de garantie pour les micro, petites et moyennes entreprises. En quoi ce modèle-là également est différent de ce qu'on a connu dans un passé récent? Non, vous n'aviez pas connu spécifiquement ça dans un passé récent. Si, bon, pas exactement ça, mais bon, des fonds à destination des petites et moyennes entreprises, on en a connu par le passé. BBD, Banque Béninoise de Développement, c'est vrai, ça remonte à... Oui, on voit encore plus récemment d'autres quelques décennies en arrière. D'autres exemples comme le FNPEJ et tout ce qu'on a vu. Maintenant, ce qu'on fait, c'est un niveau supplémentaire d'efficacité qui est recherché. Regardez combien nous avons restructuré l'environnement des PME-PMI d'abord, avec la mise en place de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, qui fonctionne comme guichet unique pour leur apporter tout le soutien, l'accompagnement qu'il faut. Et maintenant, passer à la mise en place de ce fonds de garantie qui va fonctionner comme une institution bancaire. Nous l'avions expérimenté au mois de la Covid pour les entreprises en général, mais particulièrement pour celles du secteur agricole, qui ont pu voir le bénéfice que cela leur procure. Parce que lorsque vous êtes une entreprise et que effectivement vous avez votre historique qui ne vous permet pas d'aller convaincre une institution financière afin qu'elle vous mette de l'argent à disposition, ou cette institution considère qu'il y a tellement de risques avec vous que si elle met son argent, elle n'est pas sûre de récupérer, et que l'État met en place cet organisme qui va vous appuyer en matière de garantie. Donc la banque est convaincue qu'il y a quelqu'un qui partage les risques avec elle. Cela facilite la tâche à nos petites et moyennes entreprises. Et je suis convaincu qu'elles vont se sentir soulagées d'avoir cet accompagnement que le gouvernement met en place. Et observez bien, c'est une dotation initiale de 5 milliards de francs CFA. Donc pour dire, il y a une cagnotte disponible. L'ambition est modeste. Et si vous consommez, parce que nous voulons que cela ait cet effet d'entraînement, pour que les PME qui ont besoin de financement n'aient plus de contraintes à aller vers les partenaires financiers, les banques, les institutions de microfinance. Donc grâce à ça, ces PME commencent à s'émanciper de plus en plus, que leurs activités émergent. Et à partir de ce moment, d'autres derrière verront que ceux qui ont osé ont eu les effets. Et si les besoins l'exigent, le chef de l'État a instruit cette dotation, elle pourra être relevée conséquemment. Visiblement, ce fonds d'investissement et de garantie pour les PME vient compléter un peu un autre dispositif, un levier pour les entreprises agricoles, les projets agricoles, le FNDA. FNDA, c'était 100 milliards, la mise de départ. Ce fonds-ci, 5 milliards, pourquoi pas 50 ? Si tant est qu'il y avait une ambition de développer le tissu des PME qui sont quand même le plus gros des entreprises au Bénin. Vous semblez oublier, M. Sounouveau, la part de l'agriculture
dans le produit intérieur brut béninois. C'est la grosse part. C'est la grosse part, ouais. Et même 100 milliards, certains vous diraient, pour le secteur agricole, c'est insuffisant. Nous savons que c'est un début. De la même façon. Et c'est ça qui vous montre qu'on ne néglige aucun secteur. On a dit, les 5 milliards, c'est dotation initiale. Pour commencer. L'appétit faisant son œuvre, cette dotation peut être bonifiée au fil du temps, de sorte que les PME-PMI auront davantage de réponses de la part de l'État qui les soutient ici à travers ce fonds de garantie. D'accord, mais qu'est-ce qui vous garantit que les structures financières de la place joueront le jeu, surtout au niveau des taux d'intérêt? Est-ce que ce n'est pas ça qui justifie un peu cette modestie dans la mise de départ, parce qu'on sait que sur le marché, les taux d'intérêt sont prohibitifs, même dans les structures de microfinance. Vous ne croyez pas que les structures de la place fassent leur beurre sur le dos de l'État? Pas du tout. Faites-nous confiance pour avoir appris de nos expériences. Quand on a fait pour le FNDA, quand on a fait ça, on a vu à la pratique les goulots d'étranglement qu'il y avait à lever. Et il vous souviendra qu'après, nous sommes venus avec des mesures spécifiques pour améliorer le process, rassurer les institutions financières, de microfinance notamment. Et c'est ça qui nous a conduit, après, à un moment donné, à faire de ce fonds aussi une institution de garantie bancaire, avec les normes en BCAO. Ici, on aura appris de l'expérience et on va faire en sorte que le fonctionnement de ce fonds soit optimal. Du reste, tous les détails qu'il y a autour de comment ça va fonctionner, de qu'est-ce qui est attendu des PME, PMI, tout cela leur sera expliqué en temps opportun. Il y a 2 ministres qui feront l'exercice avec le ministre des Finances lui-même, le ministre des PME, rencontrer l'écosystème des PME, PMI chez nous pour leur parler dans le détail de ce que ce fonds prévoit pour eux. Ce fonds, cher François Xavier, le fonds en création, le fonds d'investissement et de garantie pour les PME apparaît comme la deuxième béquille qui doit accompagner les actions de l'ADPME, l'agence de développement des PME, en fait, qui doit travailler pour structurer, pour renforcer les entreprises et les rendre bancables. Mais jusque-là, elle semble plutôt dans un registre timide, sinon intimiste dans le déploiement de ces actions. Mais c'est parce que nous voulons passer à un palier supérieur que nous faisons ça. Ça veut dire que nous faisons les mêmes observations que vous, peut-être pas de la même façon, parce que vous avez tendance à exagérer un peu leur réalité. Il y a beaucoup de PME qui se défendent bien, mais nous ne voulons pas qu'elles se défendent. Nous voulons qu'elles croissent, qu'elles se développent, que leur potentiel s'émancipe, qu'elles créent de l'emploi au profit de nos jeunes. C'est pour ça que nous faisons cet accompagnement. Et nous sommes convaincus que pour les PME, c'est une solution qu'elles apprécient et cette solution ne va pas s'arrêter à la dotation initiale. Avec le temps, elle va forcément gagner en intensité et en efficacité. Il y a derrière aussi un agenda économique qu'on attend voir se concrétiser depuis longtemps. C'est finalement pas les enrôler dans les circuits formels, puisque pour accéder aux bénéfices de ces outils officiels, publics, il va falloir qu'elles se formalisent, les entreprises. Oui, mais beaucoup le font déjà. Je ne sais pas si vous avez été attentif aux chiffres du dernier recensement des entreprises au Bénin, et vous avez dû voir quel bond on a fait en matière de formalisation de nos entreprises. Après, pour bénéficier de l'accompagnement de ce fonds de garantie, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que dans le détail, et on leur expliquera ce qu'il y a lieu de faire. Voilà. Pour rester dans le champ des PME, ce n'est pas une question piège puisque les députés l'ont évoqué au cours de la dernière session. C'est le lot de cette petite et moyenne entreprise, en tout cas ces entreprises qui ont choisi de traverser la frontière, qui sont du côté du Togo. Les députés s'en sont préoccupés. Est-ce qu'on peut réfléchir comme dans d'autres pays, même si vous n'êtes pas le ministre de tutelle, à une sorte de... on va dire, d'amnistie fiscale ou en tout cas d'efforts pour permettre à ces Béninois de revenir chez eux? Moi, je sais qu'il y a plein de PME au Bénin, comme il y a plein de Béninois pris individuellement, à qui, aujourd'hui, en 2024, si vous proposez ce que vous appelez une amnistie fiscale, elle et il vous diraient non. Vous savez pourquoi? Pourquoi donc? Ils vous diraient non. Il vous dirait, messieurs les journalistes, nous aurions tellement aimé n'avoir rien à payer.
comme beaucoup l'aimeraient dans le monde, partout ailleurs. Mais nous commençons à voir au Bénin comment nos efforts collectifs, et en particulier les nôtres, ce que nous mettons dans la cagnotte commune, nous commençons à voir les effets que ça produit dans la structuration de notre bien-être collectif, dans la structuration du développement du pays, de la mise en place des conditions de base pour le développement du pays et pour l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble. Rien que pour cette raison-là. Et vous direz, mais aujourd'hui, quand on passe dans Cotonou, on voit de plus en plus de rues asphaltées, couvertes de pavés. On voit combien nos rues sont propres. Les PME vous diraient ça. Et vous direz, pour ces raisons-là, nous sommes prêts à continuer à payer. Si nous pouvions même faire nous-mêmes un effort supplémentaire, en plus de ce que légalement l'État attend de nous, nous le ferions. Et ça, c'est à l'actif de nous tous. Ça fait partie des éléments de ce nouvel état d'esprit que le chef de l'État magnifie de plus en plus ces dernières années, venant du Béninois. Et aussi bien les citoyens que les entités. Pourquoi? On a évoqué tout à l'heure la formalisation. Pourquoi il y a de plus en plus d'entreprises qui se formalisent? Dans un contexte où vous pensez qu'elles n'ont pas à faire et certaines vont de l'autre côté. Pourquoi? Si elles n'avaient pas intérêt à venir dans le secteur formel, elles resteraient dans l'informel. Quand elles viennent dans le formel, elles savent qu'elles sont connues comme des entreprises et que conséquemment, ce qu'elles doivent apporter comme contribution au budget national, il faut qu'elles le fassent, sinon elles sont en faute. Donc, cela incite davantage d'autres parce qu'elles voient qu'il y a de la bonne gouvernance derrière. Elles voient que ce que l'État mobilise aujourd'hui a un impact sur notre environnement, sur notre qualité de vie, et cela devrait s'intensifier au fil des années, au-delà du président Patrice Talon. Oui, mais au-delà de ce catéchisme sur le patriotisme fiscal, enfin, je ne crois pas que des entrepreneurs qui ont toujours des soucis, des obsessions par rapport à la gestion de leurs charges, et surtout à des opportunités à quêter, voudraient, sinon une amnistie fiscale, du moins une sorte de bienveillance fiscale, des incitations. Mais ces entreprises ont vu, par exemple, qu'au Bénin, depuis 2016, contrairement à ce que la bien-pensance a l'habitude de répandre, elles ont vu qu'au Bénin, depuis 2016, nous avons réduit les impôts. Pour une cinquantaine d'impôts en 2016, nous sommes aujourd'hui à une trentaine. Et on n'a pas relevé les taxes, les taux de ce qui existait. Et comme le ministre des Finances a pu l'expliquer, même quand les gens disent qu'ils ont créé de nouveaux impôts, non, on n'en a pas créé. Il dit, si on en a créé, ce serait au plus 2. Et encore, je vous explique. La TVM, qui existait sous forme de vignette, n'est-ce pas? Et qui a été réhabilitée. Et l'autre, c'est la taxe sur le développement du sport, qui en soi n'est même pas un impôt. Parce qu'on demande aux grosses entreprises d'apporter une contribution pour que le sport se développe. Et quand vous faites ça, ça vient en déduction de ce que vous devriez payer. Donc vous voyez vous-même et dites sur le reste. TVA, le taux n'a pas augmenté. Il y a juste que des gens qui ne payaient pas avant, qui devraient payer, qui ne payaient pas, commencent à payer. Il y en a de plus en plus. Et c'est tant mieux, par exemple. C'est pour ça que je vous dis que nos entreprises, nous-mêmes individus, les gens sont de plus en plus enclins à aller payer, sans attendre même parfois les délais de pénalité. Hein. Mais pour bien convaincre le contribuable, il va falloir que l'argentier national communique, mais de manière assez transparente, puisque une chose est d'annoncer un dégrossissement des millefeuilles fiscales, mais une chose est de montrer qu'il n'y a pas eu fusion. Il sont des techniques. Soyez rassurés. S'il y avait fusion, les taux auraient grossi. Par exemple. On se fait volontiers défenseur des petites et moyennes entreprises pour poser cette question. Quid de l'accès au marché public pour les petites et moyennes entreprises? Parce que les députés l'ont mis sur la table également dernièrement. Cette décision du ministère des Finances afférente à la fourniture du matériel informatique qui, de fait, en tout cas on en fait une première lecture tout au moins, prive beaucoup de PME qui opèrent dans le secteur, leur ferme la porte des marchés publics si l'État contracte directement avec les fabricants. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui à Glodjibé, il y a une entreprise béninoise de fabrication, montage de matériel informatique qui s'installe là, soutenue par ailleurs par le Bénin. Et il y a une deuxième qui se prépare à aller là. D'accord, donc toutes les petites PME qui opèrent, les PME qui opèrent ferment leurs portes alors? Je vais vous dire, de façon générale, ce n'est pas les PME seulement, parce que ce que ces députés, nos élus ont dit, de façon générale, ils disent que les entreprises béninoises ne trouvent plus à faire au Bénin. C'est ça, non? La vraie préoccupation.
que les entreprises béninoises ne sont pas associées. Mais moi, je regarde par exemple, regardez toutes les infrastructures routières que nous faisons. Vous avez 2 grosses entreprises béninoises sur les 3, 4, 5 entreprises qui interviennent globalement sur le secteur des infrastructures. Il y a 2 entreprises béninoises qui, depuis 2016, ne chôment pas. Et on se réjouit de ce qu'elles produisent des infrastructures de bonne qualité, conformément aux exigences du gouvernement. Les gens ne voient pas ça. Oui, on souhaiterait arriver à un niveau où 90, 95, 99% de toutes les entreprises qui prestent au profit de l'État soient des entreprises nationales. On le souhaiterait. Et c'est pour ça que nous travaillons à les faire monter en compétences. Notre dernière décision de mettre ce fonds en place pour les PME participe de notre volonté de les voir grandir, acquérir de l'expérience et demain prendre de plus en plus de part dans les marchés qui sont ouverts. Pourquoi pas? Ça ne gênerait personne si nous n'avions que des entreprises béninoises qui prenaient tous les marchés et qui les exécutent comme il faut. Chiche, ce serait parfait. Donc il y a une volonté d'aboutir à des champions nationaux, comme on en voit un peu partout. La question n'est pas banale, la question de François-Xavier Noël, parce que dans votre propos, quand vous dites chiche, pourquoi pas, on sent juste un désir, une éventualité, mais pas un volontarisme. Ce nouveau, c'est pas juste, pas qu'un désir. Nous avons posé des actes. Et tout à l'heure, on a parlé longuement des entreprises du secteur agricole. On vient de parler spécifiquement des PME, PMI. Ça n'est pas que. Reconnaissez à tout le moins que c'est un bon début et qu'il y a une dynamique qui se met en place, que nous voudrions voir s'intensifier pour que dans quelques années, quand vous et moi, nous ne serons plus actifs comme ça sur les plateaux, nous puissions dire, oh mais il y a eu des jalons qui ont été posés qui font qu'aujourd'hui, quand on lance un appel d'offres, que ce soit au Bénin, même dans la sous-région ou ailleurs, on a des entreprises béninoises performantes qui peuvent aller décrocher. Monsieur Wilfried, c'est votre faute si vous nous donnez envie de rêver grand. Désolé, mais vous devez assumer. Mais c'est ce que nous faisons. C'est tant mieux. Donc, acceptez, souffrez quand vous challenge sur des ambitions plus abonoesques. D'accord. Mais sauf que parfois, dans votre désir de challenge, vous semblez occulter tout ce que nous faisons, tout ce que nous mettons en route pour arriver à ces résultats et qui portent déjà des fruits. Voilà. On va peut-être sortir du Conseil des ministres. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Peut-être pour revenir sur le champ politique. Alors, monsieur le porte-parole, et si on finissait par une dernière actualité que vous allez créer, qui est en instance de se voir déployer, une tournée de reddition de comptes à nouveau dans les communes, malgré, vous avez, semble-t-il, pris beaucoup d'appétence à cet exercice, malgré les critiques en gaspillage des ressources publiques pour aller faire savoir aux populations ce qu'ils voient déjà abondamment, ce dont on les approuve presque tous les jours. Pourquoi vous mettez cela? Pourquoi cette obsession de descendre sur le terrain rien que pour faire de la reddition de comptes? D'abord, M. Sonovo, ceux qui pensent que nous gaspillerions les ressources publiques pour aller rendre compte aux populations de l'action du gouvernement, je crois qu'ils sont dans leur bon tort. Ensuite, ils ne sont pas assez justes avec ce gouvernement qui, depuis 8 ans, s'est montré plutôt très timide sur le front des descentes sur le terrain pour aller échanger de façon directe avec les populations. Mais l'exercice de reddition de comptes fait partie des normes de bonne gestion. Il était question d'aller dire aux populations ce qui a déjà été fait dans le cadre du programme d'action du gouvernement, parce que vous pouvez dire, mais les populations voient. Les populations voient, mais elles ne voient pas à la même enseigne. Suivant le département, la commune où vous êtes, et le programme qui a été réalisé chez vous, qui n'a pas été fait ailleurs, vous ne savez pas de façon globale toujours ce qui a été fait. Donc, allez leur dire, à l'échelle du pays, voici ce que nous avons déjà réussi à faire. À l'échelle de votre commune, voici ce qui est fait. Voici ce qu'il nous reste à faire. Et en même temps, leur demander, c'est quoi vos attentes au-delà de ce qui est fait? Parce qu'on sait que c'est une dynamique perpétuelle. Au-delà de ce qui est fait, dès que c'est fait et que c'est acquis, un autre besoin est là. Et elles expriment leurs besoins, leurs attentes. La tournée aussi a consisté à consigner cela. Et les premières réponses ont commencé à être apportées. Mais, au contraire
de ceux qui pensent que l'exercice n'était pas utile, les populations s'en sont félicitées et ont reproché même au gouvernement de n'avoir pas souvent été sur le terrain à leur côté pour venir leur parler de ce qu'il fait. Et ce sont elles-mêmes qui ont dit, n'attendez plus 1 an, n'attendez plus 2 ans pour revenir nous voir. C'est utile ce que vous faites là. Et beaucoup se sont vus éclairés sur ce qui a été réalisé ailleurs, autrement que dans leur région. Et ces populations nous ont dit, essayez d'aller encore au plus bas. Nous avons planifié, et prochainement, ça va être le tour des arrondissements. Les 546 arrondissements de notre pays vont être parcourus. Toujours avec les ministres? Non, pas toujours. Vous vous en doutez bien. Et pas toujours. Il y a des techniques, les cadres qui sont en place. Les ministres supervisent les zones et pourront aller, quand l'agenda gouvernemental leur permet de se libérer, aller ici ou là, intervenir, mais ils supervisent l'action que les cadres mis en place par les différents ministères iront faire. Puisque la documentation existe, c'est factuel, ça pourra conduire cette délégation à être efficace devant les populations. En revanche, Patrice Talon se dit réfractaire au populisme. Il n'en demeure pas moins qu'un président, son élection, au départ, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple. Il y a une critique fondamentale qu'on lui fait et dont malheureusement il ne se défait pas, le président de la République, c'est d'être un peu isolé, de ne pas être à hauteur d'homme. Quand est-ce qu'on verra le chef d'État aller au contact du Béninois le plus humble? Je vais bémoliser votre lecture. La meilleure façon d'être à hauteur d'homme, c'est de régler les problèmes des hommes. La meilleure façon, c'est de leur être utile. Or, personne, y compris ses pires adversaires, ne ferait au président Talon un procès en paresse. Bien au contraire. Le procès qu'on lui fait, c'est celui d'avoir des ambitions trop grandes d'après eux pour le Bénin d'aujourd'hui. C'est celui de rêver tellement grand, alors qu'il n'y a pas plus grosse démonstration d'amour envers les hommes, envers son peuple, que de se sacrifier. Parce que le chef de l'État connaît les vertus politiques du fait d'être sur le terrain tout le temps, même si c'est pour ne rien faire finalement, dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Non, par moment. Vous pouvez faire... Non, monsieur Sounovo, on a connu des exemples, et vous le voyez aussi sur le continent, il y en a. Vous pouvez faire le choix d'être tout le temps sur le terrain, non, c'est de pas... faire les choses à minima, et que personne ne vous injurie, que personne ne vous jette la pierre, juste parce que vous donnez 1000 francs chaque week-end. Bon, en même temps, on peut faire les deux. S'il vous plaît. Oui. Vous ne serez pas très efficace. En tout cas, comme on l'est aujourd'hui. Une fois par mois, ce n'est pas trop lui demander. J'y viens. Regardez d'où nous sommes partis. Regardez la taille des défis qui se posaient au Bénin en 2016, des défis qui se posent encore aujourd'hui. Vous vous doutez bien que dans la position qui est la mienne, avec mon équipe, en charge de la communication du gouvernement et du chef, nous aurions aimé voir le chef de l'État sur le terrain de la démonstration politicienne assez souvent. Nous aurions aimé cela. C'est ça qui crée l'événement, c'est ça que vous les médias, vous recherchez. Et nous serions tout le temps au contact des populations. Nous aurions aimé. Mais le président de la République a vu et a expliqué qu'à vouloir faire ainsi, on se donne très peu de temps pour s'occuper des vrais problèmes du pays. Après, est-ce qu'il ne faut pas faire une moyenne? Et 50%, 60%, 40%, il a choisi parce que l'heure était venue, semble-t-il, pour le Bénin d'amorcer un nouveau virage, pour donner une nouvelle dimension à notre pays et donner aux enfants de ce pays les perspectives que le Bénin change et que demain sera forcément meilleur à aujourd'hui. Pour le faire, il a dit, je ne cherche pas à être sur le terrain tout le temps. Je vais m'occuper de régler les problèmes et chacun peut témoigner au moins de ce que... Quand on aborde les préoccupations, les problèmes, c'est avec beaucoup de méthode, parce qu'on y a réfléchi, parce qu'on a préparé, on a travaillé à ça. On ne se lève plus aujourd'hui parce qu'on a rêvé hier pour dire que il y a de la mer sous les pavés, pour reprendre une expression que vous devez connaître, et dit bon, allons lever ces pavés-là parce qu'on va trouver la mer en dessous. Non. Si on a pensé à ça, on va faire les études, on va chercher, on planifie. C'est cela. Maintenant, j'entends bien. En même temps, vous nous reprochez d'aller faire la reddition de comptes.
Ce serait pire si le chef de l'État lui-même, actuellement, allait faire cet exercice. J'en connais qui vont dire... Ce n'est pas ce qu'on lui demande. J'en connais qui vont dire, oh, Patrice Talon, il prépare un nouveau mandat. Ils vont ramener la rengaine il prépare un troisième mandat. Alors que ça n'est pas à l'agenda. Je veux dire, il peut développer de l'écoute, de proximité. Une chose, oui, on met à votre crédit ce discours de rationalité sur ces capacités où le désir du chef de l'État se concentrer sur les dossiers. Les dossiers se nourrissent d'études, mais c'est une chose. C'est une autre chose aussi d'aller à l'écoute des populations pour, au-delà de tout ce qu'on déploie, entendre des aspirations qui sont laissées sur le bas-côté des politiques de développement. Mais nous venons de faire. Et ne pensez pas que la tournée qui a consisté aussi à recueillir les préoccupations n'est pas tenu compte de cela. Et puis le chef de l'État... les entendre, c'est quelque chose. Mais vous n'imaginez pas ce qu'il entend. C'est tout sauf des rapports froids. Vous n'imaginez pas ce qu'il entend et ce qu'il reçoit sur ses téléphones comme message, comme préoccupation. Vous n'imaginez pas, parce que son téléphone n'est pas si privé que ça. Ah d'accord, donc vous voulez le partager? Je sais que vous l'avez. Non, quelqu'un ici sur ce plateau en dehors de moi doit l'avoir. Ah, ce n'est pas moi. Monsieur le porte-parole fait du dédoublement. Ce n'est pas moi. J'en suis convaincu. Parlons de nous-mêmes, parlons des médias pour finir. C'est pour évoquer la mandature de la HAC qui va certainement prendre fonction dans quelques jours. De votre position, de votre regard de ce que vous avez été précédemment, est-ce que le corps des journalistes, en tout cas les professionnels des médias comme on les appelle, peut nourrir légitimement de réelles espérances en cette mandature, eu égard à celui qui va la diriger et à sa composition? Moi, je crois que le président de la République a entendu quelque part vos doléances. Je vous ramène, est-ce qu'il est à l'écoute? Est-ce qu'il peut écouter directement? Vous en avez la preuve par vous-même là, qu'il est à l'écoute parce qu'il met à la tête de cette institution quelqu'un qui connaît très bien la maison. Donc, on va dire que la maison est en de bonnes mains et qu'il vous appartiendra, en lien avec cette 7e mandature de la HAC, de donner corps à certaines de vos aspirations. Le chef de l'État s'est déjà dit disposé à faire une réforme pertinente et ambitieuse du secteur des médias. Tâche confiée à la mandature sortante de la HAC qui a fini par déposer un rapport. Bon, je note que la proximité entre la fin du processus conduit par cette mandature et l'entrée en fonction de cette nouvelle mandature dans quelques heures pourrait légitimer le fait que la nouvelle mandature se penche sur le rapport qui aura été déposé par la précédente, voir s'il y a des moyens de l'optimiser en lien avec la corporation et en mettant le focus sur certains aspects particuliers qui tiennent à cœur à la corporation. Le tout en faisant en sorte qu'à terme, l'environnement d'exercice des médias, l'économie des médias chez nous, les conditions de vie et de travail des professionnels des médias, que tout cela soit tiré vers le haut au bonheur de toute la corporation. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au bout de nos échanges avec le porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léon Roubéji, que nous remercions. Merci pour avoir joué le jeu. Osia Sounouvou, c'est fini pour cette fois. Au plaisir de vous retrouver dans ce même type d'exercice. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis, tout en vous rappelant que vous pouvez suivre nos échanges sur notre chaîne YouTube Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook Télé en direct, et continuez bien évidemment par nous suivre via notre application Télé Bénin, Télé avec vous pour